Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second numéro de Un genre, trois romans. Alors après le roman noir, on va aborder aujourd'hui un groupe, puisque c'est comme ça qu'il voulait se définir, à savoir le groupe Oulipo. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un mouvement français qui a été créé en 1961 par Raymond Queneau et par François Le Lyonnais. Alors François Le Lyonnais, il n'est pas du tout écrivain, mais c'est un spécialiste en mathématiques, mais qui s'intéresse énormément à la littérature. Et donc ils ont créé à cette date, lui et Queneau, ce groupe. Qu'est-ce que c'est l'Oulipo? C'est l'ouvroir de littérature potentielle. Il faut resituer ça à l'époque. On est en plein dans la création ce qu'on appelle en France le nouveau roman, avec des auteurs comme Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Nathalie Sarraute, pas Claude Sarraute, il y en a une des deux qui sait écrire. Donc, et évidemment, des gens comme Michel Butor, avec une littérature et un style de roman assez particulier, puisqu'il refuse les personnages, toute intrigue de type plus ou moins psychologique, pour se centrer vers une espèce d'épure du roman. C'est un mouvement qui a duré jusqu'au début des années 70, mais qui n'a pas eu vraiment de lendemain, puisque, bon, il faut bien le dire, ces styles de littérature, voilà, c'est plus une recherche de quelque chose de nouveau que quelque chose de véritablement nouveau en tant que tel. Et donc Raymond Queneau, lui, il s'intéresse de très près à ça. C'est un écrivain qui a déjà publié pas mal de livres, dont le fameux Asie dans le métro, qui est un succès énorme. Lui-même est étonné du succès que ce livre a pu avoir. Et donc il va créer ce mouvement avec l'idée de donner des nouvelles directives pour pouvoir écrire des romans. Et ces directives, elles sont basées essentiellement sur des contraintes. L'Oulipo, c'est une littérature sous contrainte. Alors qu'est-ce que ça entend, une contrainte? Ça veut dire avec souvent une règle ou plusieurs règles de base qui sont issues soit de lois mathématiques, soit de recherche sur la langue française. Il a déjà commencé, avant la création de l'Oulipo, à faire quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce style, c'est si je puis dire, les exercices de style. Alors, les exercices de style, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 99 fois la même histoire, une histoire extrêmement courte, mais racontée de manière différente. Alors, l'histoire de base, elle est absolument sans intérêt à première vue, puisque c'est un jeune homme qui a rendez-vous avec un ami qui prend le bus, qui se fait bousculer dans le bus, et puis s'ensuit une dispute, puis il sort du bus et il part à la recherche de son ami. Donc c'est complètement, enfin, je veux dire, c'est d'un intérêt assez limité, mais il va expliquer cette histoire de 99 façons différentes, que vous pouvez trouver ici. Et donc on a là vraiment un avant-goût de ce que va devenir l'Oulipo, c'est-à-dire quelque chose qui est issu un peu de la pataphysique d'Alfred Jarry et des recherches formelles des années 50 et 60 en littérature. Exercice de style, c'est tout à fait accessible. On donne ça même, je veux dire, en secondaire, où des étudiants en théâtre peuvent lire ça. C'est extrêmement drôle par moments. C'est d'une recherche absolument inouïe. Queneau est un immense écrivain, un peu oublié aujourd'hui, mais qui a fait des recherches extrêmement intéressantes sur la littérature et le sens même de la littérature. Et peu de temps après la création de l'Oulipo, il va faire 100 000 milliards de poèmes, qui est un recueil justement de poèmes, mais qui peuvent être combinés entre eux. Et ils ont fait le calcul, l'ensemble combiné peut donner 100 000 milliards de poèmes différents, ce qui n'est pas mal, puisqu'il vous faudrait à peu près 1000 ans pour tout lire. Si vous lisez très rapidement, 24 heures par jour. Donc j'ai commencé, je vous dirais, en l'an 2760, s'il y a un des poèmes qui ne me plaît pas. Deuxième auteur incontournable de l'Oulipo,
Il n'y a pas eu beaucoup d'auteurs connus de l'Oulipo. Il y a eu les trois dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment les têtes de file. Et puis ce sont surtout des personnes qui ont cherché à faire des choses, mais c'est beaucoup plus anonyme. Il faut savoir que l'Oulipo existe toujours. Ils se réunissent à la bibliothèque François Mitterrand une fois par mois à Paris. Et il y a toujours des recherches là-dessus. Alors l'Oulipo, pour en faire partie, ben, vous ne pouvez pas. Il faut être coopté, c'est-à-dire que les personnes de l'Oulipo doivent vous écrire. Et alors vous pouvez accepter de faire partie de leur groupe. Alors, ils vous écrivent souvent parce que vous avez fait des recherches, parce qu'ils ont lu des choses intéressantes en ce qui les concerne. Et là, vous pouvez toujours refuser. Si vous acceptez, vous ne pouvez jamais démissionner. Il y a une clause qui permet de sortir de l'Oulipo, mais c'est une clause qui explique que c'est par suicide. Donc vous devez vous suicider devant un huissier, et le huissier doit prendre acte de votre mort, et là vous êtes excusé pour cause de décès. Donc ça c'est la seule façon vraiment de sortir de l'Oulipo. Donc on voit ce qu'il y a là derrière, c'est une forme d'humour assez spéciale issue du surréalisme, du collège de pataphysique de Jarry et ce genre de choses. Et donc ils sont tout à fait encore actifs pour le moment. Et donc le deuxième auteur dont je vais vous parler, c'est aussi un auteur français très très important dans la littérature du XXe siècle, c'est Georges Perec. Alors Georges Perec, il va commencer sa carrière par un livre qui s'appelle Les choses, qui est une sorte de catalogue des années 60, des objets des années 60. Et puis sa découverte de l'Oulipo va lui permettre de faire deux chefs-d'œuvre. En tout cas, un chef-d'œuvre et une œuvre intéressante. Voilà. Alors l'œuvre intéressante dont on va parler aujourd'hui, c'est Les Revenantes. Alors Les Revenantes, c'est son premier roman oulipien. Et c'est un roman qui est écrit d'une façon très bizarre, puisqu'il n'y a pas une seule fois, pas Les Revenantes, pardon, Les Revenantes c'est la suite, c'est La Disparition, excusez-moi. Donc La Disparition est un roman qui va s'écrire sans la lettre E. Ils vont d'ailleurs en faire la suite dont je vous parlais en me trompant tout de suite, qui est Les Revenantes, qui est un roman écrit uniquement avec des mots contenant la lettre E. Et donc dans La Disparition, c'est un roman mi-thriller, mi-roman policier, mi-roman d'humour surréaliste, dans lequel un héros qui s'appelle Anton Voil. Alors pour la petite histoire, Voil c'est tout simplement le mot voyelle. On a enlevé les E. Et donc tout est dans cette veine-là, avec des tas de petits clins d'œil. Au départ, il y a des personnes qui n'ont pas vu effectivement que le côté bizarre du roman. Ce côté bizarre, c'est que la voyelle la plus utilisée dans la langue française est absente. Il y aura effectivement, par exemple, 25 chapitres et le chapitre 5 manque. Donc, E étant la cinquième lettre de l'alphabet, vous comprenez tous les petits indices qui va semer à l'intérieur de ce roman. Et il va aussi mettre des tas de petits indices quant aux différents héros qui vont disparaître progressivement du roman et qui sont tous en rapport avec, de près ou de loin avec cette lettre. Ça s'appelle donc un lipogramme. C'est le plus long lipogramme qui a jamais été fait en littérature. C'est un roman de plus de 200 pages qui est lisible avec un peu d'attention. Vous n'allez pas lire ça comme certains autres auteurs dont je tairai le nom, mais il y a la lettre E dedans aussi. Et voilà, il faut un petit effort, mais c'est quand même construit. Je veux dire, il ne raconte pas n'importe quoi. Il y a vraiment un exercice sur la langue française qui est remarquablement bien fait. Donc je vous ai dit, il allait faire la suite avec Les Revenantes, avec le système contraire. Puis après, il a fait son chef-d'œuvre, qui est La vie, mode d'emploi, qui là utilise le système oulipien, mais d'une façon extrêmement compliquée, en faisant appel à des règles mathématiques assez strictes, et même à des règles en rapport avec le jeu d'échecs, avec les mouvements de jeu d'échecs. Et donc La vie, mode d'emploi, il est sous-titré roman, mais au pluriel, parce que c'est la vie de plusieurs personnes dans un immeuble parisien articulé autour d'un héros principal. Ce n'est pas un roman facile d'accès du tout, c'est un gros roman,
une fois que vous y êtes, ben, c'est extrêmement intéressant. C'est des romans de recherche majeurs de la fin du XXe siècle. Enfin, pour terminer, je vais prendre un roman italien du seul auteur italien qui, à ma connaissance, fait partie de l'Oulipo. C'est Italo Calvino. Donc avec Si par une nuit d'hiver un voyageur, donc roman publié au début des années 80. Calvino est déjà connu à cette époque pour une trilogie de romans qui porte le titre générique de Nos ancêtres. Là-dedans, il y a le vicomte pourfendu, le baron perché et le chevalier inexistant, qui sont déjà des œuvres assez bizarres. Voilà, avec des espèces de contes philosophiques teintés de surréalisme. Et si par une nuit d'hiver un voyageur, là c'est vraiment un roman de recherche pure, mais tout à fait accessible si on veut bien s'y mettre. Donc c'est un roman qui est divisé en chapitres. Chaque chapitre va aborder un style différent et le roman va s'adresser au lecteur. Parce qu'il n'y a pas de fin, c'est au lecteur de créer la fin de chaque chapitre. Puisque à un moment, le roman est toujours parlé à la deuxième personne, il va s'adresser directement au lecteur et il va dire au lecteur, ben, tu ne t'aperçois de rien, le chapitre là, cette phrase est déjà présente dans une page antérieure parce qu'il y a eu une erreur d'impression du roman. Donc le lecteur va s'identifier au personnage principal qui va aller dire au libraire, mais votre roman n'est pas bon parce qu'il a été mal imprimé, moi je ne sais pas savoir la suite. Là-dessus, il va rencontrer une jeune femme qui a le même problème, qui veut savoir la fin de ce roman mais qui n'y arrive pas parce que c'est mal imprimé. On va rentrer là-dedans un peu comme dans des poupées russes, c'est-à-dire dès que vous ouvrez une histoire, il y en a une autre qui s'ouvre et il va en profiter pour traiter de pratiquement tous les grands styles romanesques. Et donc c'est extrêmement intellectuel, c'est très ardu de faire une chose pareille, mais en même temps c'est accessible. Donc ne croyez pas que c'est des œuvres justement comme Rob Grillet ou Nathalie Sarraute, qui peuvent être intéressants, mais qui nécessitent quand même une quantité d'aspirine assez importante. Là, il faut faire l'effort de s'y mettre, mais si par une nuit d'hiver un voyageur vous intéresse, ça vaut vraiment la peine de le lire. Voilà, donc j'ai fait un tour très rapide de l'Oulipo, donc je vous ai dit créé dans les années 60, qui est plutôt un groupe de recherche en littérature qu'un véritable mouvement. Il ne se considérait pas comme un mouvement que nous n'acceptons pas ce terme. Alors, la prochaine fois, nous allons aborder quelque chose de tout à fait différent, avec des auteurs comme Chuck Palahniuk et Greg Davidson, qui est un mouvement littéraire qui s'appelle l'anticipation sociale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, enfin j'espère, et je vous donne rendez-vous une prochaine fois.